Bonjour tout le monde, je m'appelle Anna. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence sur le thème inflammation. La survie de tous les organismes exige qu'ils éliminent les envahisseurs étrangers tels que les agents infectieux et les tissus endommagés. Ces fonctions sont médiées par une réponse complexe de l'hôte appelée inflammation. Ma conférence d'aujourd'hui contient les sections suivantes. C'est les caractéristiques générales et causes de l'inflammation, inflammation aiguë, médiateur chimique et régulateur de l'inflammation, effet systémique de l'inflammation, modèle morphologique de l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. L'inflammation est une réponse protective impliquant des cellules hôtes, des vaisseaux sanguins, des protéines et d'autres médiateurs qui visent à éliminer la cause initiale de la lésion cellulaire ainsi que les cellules et tissus nécrotiques résultant de la lésion initiale et à lancer le processus de réparation. La nomenclature utilisée pour décrire l'inflammation dans différents utiliser le nom du tissu et le suffixe idis. Par exemple, pancréatite, méningite, péricardite, arthrite. L'inflammation dans la capsule, l'organe est désigné par le préfixe péri. Par exemple, périnéphrite, inflammation du tissu près du corps, paranéphrite. Et l'inflammation de tout l'organe est indiquée par un préfixe pan, par exemple pancardite. Bien que l'inflammation aide à éliminer les infections et autres stimuli nocifs et déclencher la réparation. La réaction inflammatoire et le processus de réparation ultérieur peuvent eux-mêmes causer des dommages considérables. Les cellules et molécules de défense de l'hôte, y compris les leucocytes et les protéines plasmatiques, circulent normalement dans le sang. Et le but de la réaction inflammatoire est de les amener sur le site de l'infection ou lésion tissulaire. De plus, les cellules résident dans parois vasculaires et les cellules et protéines de l'extracellulaire matrix sont également impliquées dans l'inflammation et réparées. Avant de décrire le processus d'inflammation en détail, certaines des caractéristiques de base seront mises en évidence. L'inflammation peut être aiguë et chronique. Et l'inflammation est indiquée par des médiateurs chimiques produits par les cellules hôtes en réponse à des stimuli nuisibles. L'inflammation peut être aiguë et ou chronique. L'inflammation aiguë, courte durée, représente la réaction corporelle précoce suivie de la guérison. Et l'inflammation chronique, durée plus longue, l'agent causal de l'inflammation aiguë persiste pendant une longue période. Une autre variante, l'inflammation chronique active. Le stimule est qu'il induit une inflammation chronique dès le début. Ce tableau montre une brève caractéristique comparative de l'inflammation aiguë et chronique. L'inflammation aiguë
est d'apparition rapide et de courte durée, durable de quelques minutes et quelques jours, est caractérisée par l'exsudation des protéines plasmatiques et liquides et une accumulation de leucocytes à prédominance neutrophile. L'inflammation chronique peut être plus induisée et de plus durée, jour à année, et est caractérisée par l'afflux de lymphocytes et macrophages avec prolifération vasculaire associée et la fibrose, cicatrisation. Comme nous le verrons plus tard, cependant, ces deux formes d'inflammation de base pouvaient coexister. Lorsqu'un microbe pénètre dans un tissu ou le tissu est blessé, la présence de l'inflammation ou des dommages sont détectés par les cellules résidentes, principalement des macrophages, mais aussi des cellules dendritiques, des mastocytes et d'autres types de cellules. Ces cellules sécrètent des molécules, cytokines et autres médiateurs qui induisent et régulent la réponse inflammatoire ultérieure. Les manifestations externes de l'inflammation, souvent appelées ces signes cardinaux. Depuis l'époque de Galen et Celsus, il y a 5 signes locaux classiques d'inflammation aiguë. C'est le rougeur, gonflement, fièvre locale, douleur et dysfonctionnement. Dans l'inflammation chronique, certains de ces symptômes peuvent être absents. Dans ce tableau, ces images, vous pouvez voir ces symptômes cardinaux. C'est le calor, rubor ou hyperémie, tumeur, œdème, douleur et punctulese, c'est dysfonctionnement. Les médiateurs et les cellules ne sont activés qu'en réponse aux stimuli nuisibles et sont de courte durée, et ils sont dégradés ou deviennent inactifs lorsque l'agent nuisible est éliminé. Les facteurs provoquant l'inflammation peuvent être biologiques, physiques, y compris traumatiques, chimiques. Ils sont d'origine endogène ou exogène. Parmi les facteurs biologiques, les virus, les bactéries, les champignons et les parasites animaux sont de la plus haute importance. Les causes biologiques de l'inflammation peuvent être attribuées aux anticorps circulants dans le sang et aux complexes immunes, qui consistent en un antigène, des anticorps et des composants du complément, et l'antigène peut être de nature non microbienne. Les facteurs physiques responsables de l'inflammation comprennent les rayonnements et l'énergie électrique, les températures élevées et basses et divers types de blessures. Les facteurs chimiques de l'inflammation peuvent être divers produits chimiques, toxines et poisons. Le développement de l'inflammation est déterminé non seulement par l'influence de l'un ou l'autre facteur étiologique, mais également par la particularité de la réactivité du corps. Et il y a une nécrose tissulaire, quelle qu'en soit la cause, y compris les chimies, comme dans une infarctus du myocarde, et les lésions physiques et chimiques. Et il y a matériaux internes tels que corps étrangers. Les infections sont les causes les plus courantes et les plus importantes sur le plan médical inflammation. Une question fondamentale relative à l'activation de l'hôte
réponse est la façon dont les cellules reconnaissent la présence de gènes nocifs tels que les microbes dans les tissus. Nous allons maintenant découvrir comment se produit la reconnaissance des microbes, des cellules nécrotiques et des substances étrangères. Les phagocytes, les cellules dendrites et de nombreuses autres cellules, telles que les cellules épithéliales, expriment des récepteurs connus pour détecter la présence d'agents pathogènes infectieux et de substances libérées par les cellules mortes. Les récepteurs de type TOL sont des capteurs microbiens. Et l'inflammation est un complexe cytoplasmique multiprotéine qui reconnaît les produits de cellules mortes, comme l'acide urique et l'ATP extracellulaire. Cellules du tissu conjonctif et des organes qui capturent les microbes et lancer des réponses à ces derniers. Capteurs des microbes et des cellules mortes, les phagocytes, les cellules dendritiques et de nombreux types de cellules épithéliales exprimaient différentes classes de récepteurs qui détectaient la présence des microbes et des cellules mortes. A. Ces récepteurs de type TOL, situés dans la membrane plasmatique, et les endosomes et autres récepteurs cytoplasmiques, et les récepteurs de la membrane plasmique, membres de familles autres que le TLR, reconnaissant les produits de différentes classes de microbes. Les protéines produites par l'activation RTL ont de nombreuses fonctions. Leur rôle dans l'inflammation est montré. B. L'inflammation est un complexe protéique qui reconnaît les produits des cellules mortes et de certains microbes et induit la sécrétion de l'interleukine 1 biologiquement active. L'inflammation se compose d'une protéine de capteur, une protéine riche en leucine appelée NLRP3, d'un adapteur et de l'enzyme caspase 1, qui est converti d'une forme inactive à une forme active. Notez que l'inflammation est distincte des phagolysosomes qui sont également présents dans le cytoplasme mais sont des vésicules qui remplissent des fonctions différentes dans l'inflammation, comme discuté plus loin dans les chapitres. Pyrophosphate de calcium, urate monosodique. Maintenant, je veux faire attention à la morphologie de la cellule inflammatoire, car nous en parlerons souvent et beaucoup. Les neutrophiles, ou granulocytes neutrophiles, ou granulocytes segments neutrophiles, ou neutrophiles polymorphonucléaires, sont les groupes de granulocytes le plus nombreux. Les neutrophiles font partie de l'immunité innée. Leur fonction principale est la phagocytose des micro-organismes pathogènes, par exemple bactéries, champignons, protozoaires, et les produits de composition du tissu corporel. Les neutrophiles matures ont un noyau cellulaire lobulaire de 2 à 5 segments reliés par de minces bonds. Les monocytes sont des leucocytes du système macrophagique mononucléaire. Les monocytes sont plus gros que les autres leucocytes. Le noyau peut avoir différentes formes. Une forme de haricot,
une forme de fer à cheval, moins souvent lobulaire avec de nombreux renflements et dépressions. Le cytoplasme de monocytes est moins basophile que celui des lymphocytes et est coloré en bleu pâle selon Romanowski-Ginza, et le cytoplasme à la périphérie de la cellule est généralement plus sombre que le cytoplasme près du noyau. Le cytoplasme contient de petits granules azorophiles qui sont des lysosomes et donnent au cytoplasme une couleur gris bleuâtre lors de la coloration d'une frottis sanguine. Les lymphocytes sont des cellules du système immunitaire qui sont un type de leucocytes du groupe des granulocytes. Les lymphocytes sont les principales cellules du système immunitaire, fournissent une immunité humorale, produisent d'anticorps, une immunité cellulaire, contact avec les cellules victimes, et régulent également l'activité d'autres types de cellules. Selon les caractéristiques morphologiques, on distingue deux types de lymphocytes. Les gros lymphocytes granulaires, le plus souvent ce sont des cellules NK ou beaucoup moins souvent des cellules en division active de la série lymphoïde, lymphoblastes et immunoblastes. Et les petits lymphocytes, ces cellules T et lymphocytes B. Cellules plasmatiques ou plasmocytes lymphocytaires. Cette cellule est immunocompétente de la série lymphocytaire qui produisent des anticorps chez l'homme et les mammifères, formés à la suite d'une immunopathie. Les cellules plasmatiques sont ovales ou arrondies. Sur un microscope optique, un noyau avec des morceaux d'hétérochromatine et une rose nucléole se distingue clairement, entouré d'une zone de cytoplasme léger où l'appareil de Golgi actif et bien développé et situé en relation avec la fonction de la cellule. Les eosinophiles sont assez gros et ont un noyau dicotylédone. Dans le cytoplasme, il y a de grands granules eosinophiles jusqu'à 1 mm de diamètre. Les granules dits spécifiques ou secondaires. En plus des granules spécifiques, les eosinophiles maturent en trois autres types de granules. Les granules primaires, les petits granules et les corps lipidiques. Et les basophiles ont une structure similaire aux granulocytes et aux mastocytes. Cependant, ils se distinguent des granulocytes par la présence de granules basophiles et des mastocytes, par un noyau segmenté, une taille plus petite et une forme cellulaire arrondie. Caractéristiques générales et causes de l'inflammation. L'inflammation est une réponse bénéfique de l'hôte au envahissement étranger et aux tissus nécrotiques, mais elle peut également provoquer des lésions tissulaires. Les principales composantes de l'inflammation sont une réaction vasculaire et une réponse cellulaire. Les deux sont activées par des médiateurs dérivés des protéines plasmatiques et de divers cellulaires. Les étapes de la réponse inflammatoire peuvent être mémorisées comme le 5. C'est la reconnaissance de l'agent nuisible, recrutement de leucocytes. 3, c'est l'élimination de l'agent. 4, c'est régulation, contrôle de la réponse.
Et 5, c'est résolution, réparation. Les causes de l'inflammation comprenaient les infections de la nécrose tissulaire, les corps étrangers, les traumatismes et les réponses immunitaires. Les cellules épithéliales, les macrophages tissulaires, les cellules dendritiques, les leucocytes et d'autres types de cellules exprimaient des récepteurs qui détectaient la présence des microbes et les dommages. Les protéines en circulation reconnaissent les microbes qui sont entrés dans le sang. Le résultat de l'inflammation aiguë est soit l'élimination de stimuli nocifs suivis du déclin de la réaction et de la réparation du tissu endommagé, soit une blessure persistante entraînant une inflammation chronique. Il est donc temps de parler d'inflammation aiguë. Le rôle principal dans l'inflammation aiguë est joué par la fournie de leucocytes et de protéines plasmatiques d'un site d'infection ou de lésion tissulaire. Il y a deux composants majeurs, c'est modifications vasculaires et événements cellulaires. Ces deux événements sont suivis par intermittence, par libération de médiateurs de l'inflammation aiguë. Réaction vasculaire et cellulaire d'inflammation aiguë. La manifestation locale majeure d'inflammation aiguë par rapport à la normale sont une dilatation vasculaire et une augmentation de flux sanguin, provoquant un érythème et alors extravasation de liquide plasmatique des protéines, OEDM, et émigration et accumulation des leucocytes, principalement neutrophiles. Modification vasculaire. Modification du calibre du vaisseau entraînée augmentation de flux sanguin, vasodilatation et modification du paroi vasculaire qui permet aux protéines plasmatiques de quitter la circulation, augmentation de la perméabilité vasculaire. En plus, les cellules endothéliales sont activées, entraînant une augmentation, adhésion des leucocytes et migration de leucocytes à travers la paroi du vaisseau. Événements cellulaires. Émigration des leucocytes de circulation et accumulation au centre de la blessure. Recrutement. Suivi de l'activation de leucocytes, leur permettant d'éliminer les gènes fautifs. Les principaux leucocytes dans l'inflammation aiguë sont les neutrophiles, leucocytes polymorphonucléaires. Événements vasculaires. Ces altérations de la microvascularisation peuvent être divisées en deux phases, modification hémodynamique et modification de la perméabilité vasculaire. Les principales réactions vasculaires de l'inflammation aiguë sont augmenter flux sanguin secondaire à la vasodilatation et augmentation de la perméabilité vasculaire. Tout de concours pour amener les cellules sanguines et les protéines vers les sites d'infection ou blessure. La fuite de fluide. Protéines et cellules sanguines du système vasculaire dans les tissus interstitiels ou les cavités corporelles et appellent exsudation.
Une exsudate est un liquide extravasculaire qui a une concentration élevée en protéines et contient des débris cellulaires. C'est la présence impliquée une augmentation de la perméabilité des petits vaisseaux sanguins déclenchée par une sorte de tissu blessure et une réaction inflammatoire continue. En revanche, une transudate est un fluide à faible teneur en protéines, la plupart de qui est l'albumine. Peu ou pas de matière cellulaire et faible gravité spécifique. C'est essentiellement un infiltrat de centre plasma produit à la suite d'une action osmotique ou hydrostatique déséquilibre à travers la paroi du vaisseau sans augmentation en perméabilité vasculaire. Formation de transudates et d'exudates. C'est la pression hydrostatique normale, flèche bleue, est d'environ 32 mmHg à l'extrémité artérielle d'une lie capillaire et 12 mmHg à l'extrémité veineuse. La pression osmotique colloïdale moyenne du tissu est d'environ 25 mmHg, flèche verte, ce qui est presque égal à la pression capillaire moyenne. Par conséquent, le débit net de fluide à travers le lit vasculaire est presque nul. Transudate. Une transudate se forme lorsque du fluide s'échappe en raison d'une pression hydrostatique accrue ou d'une diminution de la pression osmotique. Une exsudate se forme dans l'inflammation car la perméabilité vasculaire augmente en raison de l'augmentation des espaces interendothéliales. Modification hémodynamique se déroule en 4 étapes. Premier, c'est vasoconstriction transitoire. Réponse vasculaire immédiate, quel que soit le type de lésion, principalement artérielle. Blessure légère, 3-5 secondes, et blessure grave, 5 minutes. Après une vasoconstriction transitoire ne dure que secondes, une vasodilatation artérielle se produit entraînant augmentation locale du flux sanguin et engorgement du lit capillaire en aval. Saut vasculaire, l'expansion est la cause de la rougeur, érythème et chaleur caractéristique de l'inflammation aiguë est mentionné auparavant comme des signes cardinaux de l'inflammation. Vasodilatation progressive, principalement artérielle, d'autres dans une moindre mesure. Évident dans la demi-heure suivant la blessure, augmentation du volume sanguin dans le lit microvasculaire de la région et rougeur et chaleur. 3. C'est la vasodilatation progressive élève la pression hydrostatique locale, transudation de fluides dans l'espace extravasculaire et gonflement. 4. C'est ralentissement au stade augmentation de la concentration des globules rouges et donc augmentation de la viscosité sanguine. La microvascularisation devient plus perméable et le liquide riche en protéines pénètre dans les tissus extravasculaires.
Cela amène les globules rouges dans le sang qui coulent à devenir plus concentrés, augmentant ainsi la viscosité du sang et ralentit la circulation. Ces changements sont reflétés microscopiquement par de nombreux petits vaisseaux dilatés, remplis de globules rouges appelés stas. Au fur et à mesure que le stade se développe, les leucocytes, principalement les neutrophils, commençaient à s'accumuler le long de l'endothélium vasculaire surface, un processus appelé margination. C'est la première étape dans le voyage des leucocytes à travers le système vasculaire mûr dans le tissu interstitiel, décrit plus loin. On voit ici une vasodilatation avec exudation qui a conduit à une effusion de la liquide avec de la fibrine dans les espaces alvéolaires. La série d'événements dans le processus d'inflammation sont vasodilatation, conduit à une plus grande circulation sanguine vers la zone d'inflammation, entraînant des rougeurs et de la chaleur. Perméabilité vasculaire. Les cellules endothéliales deviennent perméables à la suite d'une lésion directe des cellules endothéliales ou via des médiateurs chimiques. Exudation. Du liquide, des protéines, des globules rouges et des globules blancs s'échappaient de les espaces intravasculaires en raison d'une augmentation de la pression osmotique extravasculaire et d'une augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire. Stase vasculaire. Ralentissement du sang dans la circulation sanguine avec une vasodilatation et exudation de liquide pour permettre aux médiateurs chimiques et aux cellules inflammatoires de se collecter et de répondre aux stimuli. Mécanisme de perméabilité vasculaire accrue. Contraction des cellules endothéliales conduisant à des lacunes intracellulaires dans les veines postcapillaires, lésions endothéliales, augmentation de la transcytose et puis de nouveaux vasos sanguins. La contraction des cellules endothéliales se produit rapidement après la lésion de l'histamine, de la bradykinin, de leucotriène et de nombreux autres médiateurs à des récepteurs spécifiques et généralement de courte durée, 15 à 30 minutes. Une rétraction plus lente et plus prolongée des cellules endothéliales, résultant de modifications du cytosquelette, peut être induite par des cytokines telles que les facteurs de nécrose tumorale et l'interleukine 1. Cette réaction peut prendre 4 à 6 heures pour se développer après le déclenchement initial et persiste pendant 24 heures au plus. Une lésion endothéliale entraîne une fuite vasculaire en provoquant une nécrose et un détachement des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont endommagées après des blessures graves telles que des brûlés et certaines infections. Les exemples sont les dommages thermiques légers à modérés, certaines toxines bactériennes et l'irradiation aux rayons X ou ultraviolette.
Les cellules endothéliales peuvent également être endommagées à la suite de l'accumulation de leucocytes le long de la paroi vasculaire. Les leucocytes activés libèrent de nombreux médiateurs toxiques qui peuvent provoquer des lésions endothéliales ou un détachement. Une transcytose accrue des protéines par voie vésiculaire intracellulaire augmente la perméabilité veinulaire, en particulier après exposition à certains médiateurs tels que les facteurs de croissance endothéliale vasculaire. Fuite de nouveaux vaisseaux sanguins. La réparation tissulaire implique la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, angiogénèse. C'est pousser des vaisseaux restés perméables jusqu'à ce que les cellules endothéliales proliférant mûrissent suffisamment pour former des jonctions intercellulaires. Résumé. La vasodilatation est induite par des médiateurs chimiques tels que l'histamine, décrit plus loin, est l'origine des rythmes et de stase de flux sanguin. Une augmentation de la perméabilité vasculaire est induite par l'histamine, l'équinine et d'autres médiateurs qui produisent des espaces entre des cellules endothéliales, par lésion endothéliale directe ou induite par les leucocytes, et par un passage accru des fluides à travers l'endothélium. Cette perméabilité accrue permet aux protéines plasmatiques et aux leucocytes d'entrer dans les sites d'infection ou de lésions tissulaires. Une fuite de liquide à travers les vaisseaux sanguins entraîne un œdème. La phase cellulaire de l'inflammation comprend deux processus. C'est recrutement de leucocytes et activation des leucocytes. Une fonction importante de l'inflammatoire, la réponse, est de livrer des leucocytes au site de la blessure et pour les activités. Les leucocytes ingèrent des agents incriminés, tuer les bactéries et autres microbes et éliminer les nécrosés tissus et substances étrangères. Un prix payé pour la puissance défensive des leucocytes est qu'une fois activé, il peut provoquer des lésions tissulaires et prolonger l'inflammation, car les produits leucocytaires qui détruisent les microbes peuvent également blesser les tissus normaux de l'hôte. Recrutement de leucocytes. C'est la margination et roulage le long de la paroi du vaisseau, adhésion ferme à l'endothélium, transmigration entre les cellules endothéliales et migration dans les tissus interstitiels vers un stimuli chimioactif. Margination et roulement. Le processus d'accumulation de leucocytes à la périphérie des vaisseaux est appelé margination. Si les cellules endothéliales sont activées par des cytokines et d'autres médiateurs produits localement, elles expriment des molécules d'adhésion auxquelles les leucocytes se fixent de manière lâche. Ces cellules se liaient et se détachaient et commençaient ainsi à tomber sur la surface endothéliale. Un processus appelé roulement. Les interactions faibles et transitoires impliquées dans
les ménages sont médiés par la famille de sélectines des molécules d'adhésion. Les sélectines sont des récepteurs exprimés sur les leucocytes et l'endothélium qui contiennent un domaine extracellulaire qui lie les sucres, d'où la partie lectine du nom. Les trois membres de cette famille sont la I-sélectine, exprimée sur les cellules endothéliales, P-sélectine, présente sur les plaquettes de l'endothélium, et le L-sélectine, à la surface de la plupart de leucocytes. Les sélectines sont liées aux oligosaccharides sialylés. Par exemple, sialyl 1, le VX sur les leucocytes, qui sont attachés à des glycoprotéines de type mucine sur diverses cellules. Dans l'étape 1, les cellules endothéliales au niveau de sites d'inflammation ont une expression accrue de la I-sélectine et de la P-sélectine. À l'étape 2, les neutrophiles se lient faiblement aux sélectines endothéliales et roulent le long de la surface. Adhésion. À l'étape 3, cette adhésion est médiée par des intégrinés exprimés sur la surface des cellules leucocytaires interagissant avec leurs ligands sur les cellules endothéliales. Les intégrinés sont normalement exprimés sur les membranes plasmiques des leucocytes sous une forme de faible affinité et n'adhèrent pas à leur ligand spécifique tant que les leucocytes ne sont pas activés par les chimiokines. Dans le même temps, d'autres cytokines, notamment le TNF, interleukine 1, activant de cellules endothéliales pour augmenter l'expression de ligands pour les intégrines. Ces ligands comprennent intercellulaires molécules d'adhésion 1 qui se lient aux intégrinés antigène 1 associés à la fonction leucocytaire, LFA1, et antigène macrophage 1, MAC1, et molécules d'adhésion des cellules vasculaires, VCAM1, qui se lient à l'intégrine de très tardif antigène 4. L'égarement des intégrines par le ligand de livre des signaux aux leucocytes qui conduisent à des changements cytosquelettiques qui assuraient une fixation ferme au substrat. Dans ce tableau, vous pouvez trouver toutes les sélections intégrines. C'est le P-sélectine, I-sélectine. Transmigration. Après avoir été arrêté sur l'endothéliale surface, les leucocytes migraient à travers la paroi du vaso, principalement en serrant entre les cellules aux jonctions intracellulaires. Cette extravasation de leucocytes, appelée diapidèse, se produit principalement dans les vénules de la vascularisation systémique. Il y a également été noté dans les capillaires de la circulation pulmonaire.
La migration de leucocytes est conduite par les chimiotines. En plus, molécule d'adhésion des cellules endothéliales plaquettaires, une molécule d'adhésion cellulaire exprimée sur les leucocytes et les cellules endothéliales intervient dans la liaison événement nécessaire pour que le leucocyte traverse l'endothélium. Qu'est-ce que l'hémotaxie? Après une extravasation du sang, les leucocytes migrent vers les sites d'infection ou de blessure le long d'une gradient chimique par un processus appelé hémotaxie. Substance chimotactique ou chimokine puissante pour les neutrophiles. Produits bactériens, cytokines, en particulier celles de la famille de chimokines, composants du système de complément, en particulier C5, produits de la voie lipogénase de l'arachidonique métabolisme acide, en particulier de leucotriène B4. Le type de leucocyte migrant varie avec l'âge de la réponse inflammatoire et avec le type de stimulus. Ce que je veux dire, les neutrophiles prédominants dans l'infiltrate inflammatoire pendant les 6 à 24 premiers heures et sont remplacés par des monocytes à 24 à 48 heures. Sur ces photomicrographies, vous pouvez voir une inflammation inflammatoire des neutrophiles après une nécrose ischémique ou infarctus. Résumé. Les leucocytes sont recrutés à partir du sang dans les tissus extravasculaires où des agents pathogènes infectieux ou des tissus endommagés peuvent être localisés et sont activés pour remplir leurs fonctions. Le recrutement des leucocytes est un processus en plusieurs étapes consistantes et une fixation lâche et un roulement sur l'endothélium, médié par des sélectines. Une fixation ferme à l'endothélium, médiée par des interrines, et la migration à travers les espaces interendothéliaux. Divers cytokines favorisent l'expression de sélectines et de ligands d'intégrines sur l'endothélium, augmenter l'avidité des intégrines pour leurs ligands chimokines et favoriser la migration directionnelle des leucocytes, également chimiokines. Beaucoup de ces cytokines sont produites par des macrophages tissulaires et d'autres cellules répondant à des agents pathogènes ou à des tissus endommagés. Les neutrophiles prédominants dans l'infiltrate inflammatoire trésor sont ensuite remplacés par des macrophages. La prochaine étape est l'activation des leucocytes. Nous connaissons les différentes fonctions des leucocytes, telles que phagocytose des particules, destruction intracellulaire des microphagocytes et des cellules mortelles, libération des substances qui détruisent les microbes extracellulaires et les tissus morts, production de médiateurs qui amplifient la réaction inflammatoire en recourant et en activant plus de leucocytes.
Les étapes de la phagocytose. Premier, c'est reconnaissance et attachement de la particule au leucocyte ingérant. Deuxième étape, c'est engloutissement après formation ultérieure d'une vacuole phagocytaire. Et troisième, c'est meurtre et dégradation du matériel ingéré. La reconnaissance et attachement. Les opsoninées sont des protéines hôtes qui peuvent être reconnues par les récepteurs de leucocytes. Les opsonines enrobent les microbes pour améliorer leur détection et leur phagocytose. Les opsonines importantes comprenaient les parties Fc des immunoglobulines G isotypes, produits du système complémentaire C3b et protéines plasmatiques telles que les colectines, qui sont liées aux parois cellulaires bactériennes. Ces opsoninées sont présentées dans le centre, prêtées à enrober les microbes. Les leucocytes expriment des récepteurs pour les opsoninées qui facilitent la phagocytose rapide des microbes enrobés. Ces récepteurs comprennent les récepteurs FICI pour les immunoglobulines G, les récepteurs du complément 1 et 3 pour les fragments du complément et C1Q pour les colectines. L'enrouvrement se produit lorsque le neutrophile envoie des processus cytoplasmiques qui entourent les bactéries. Les bactéries sont ensuite internalisées dans un phagosome. Le phagosome fusionne avec les lysosomes. Dégranulation. Les prochaines étapes, c'est tuer et dégradation des microbes phagocytaires. Les substances microbicides les plus importantes sont les espèces réactives de l'oxygène et les enzymes lysosomales. Espèces azotées réactives et en particulier oxyde nitrique agit de la même manière que celle décrite pour ROS. Dans la destruction dépendante de l'oxygène, la poussière respiratoire nécessite de l'oxygène et de la NADPH oxydase et produit de superoxyde de radicaux hydroxyle et du peroxyde d'hydrogène. La myéloperoxydase nécessite de peroxyde d'hydrogène est une halogénaire et produit de acide hypochloreux. La destruction indépendante de l'oxygène impliquait le lysosome, le lactoferrine, les hydrolases acides, la protéine A augmentante, la perméabilité bactéricide et les défensines. Les leucocytes utilisaient divers récepteurs pour détecter la présence des microbes des cellules mortes. L'engagement de ces récepteurs cellulaires induit un certain nombre de réponses dans les leucocytes qui font partie de leur fonction défensive normale
et son regroupe sont le terme d'activation de leucocytes. Sécrétion de substances microbicides. Les leucocytes sécrètent également activement des composants granulaires, y compris des enzymes tels que l'élastase qui détruisaient et digéraient les microbes extracellulaires et les tissus morts, ainsi que des peptides antimicrobiens. Et les pièges extracellulaires neutrophiles sont des réseaux fibrillaires extracellulaires produits par les neutrophiles. Les pierres extracellulaires neutrophiles contiennent une carte de chromatine nucléaire avec des protéines granulaires incorporées, telles que des peptides et des enzymes antimicrobiennes. Cette photo montrait le phénomène des pierres extracellulaires neutrophiles. Sur la photo 1, vous pouvez voir des neutrophiles avec les noyaux rouges et une mince bord de cytoplasme vert. Les pierres fournissaient une concentration élevée de substances antimicrobiennes sur le site d'infection et empêchaient la propagation des microbes et les piégeaient dans les fibres. Dans le processus, les noyaux de neutrophiles sont perdus, conduisant à la mort des cellules. Les pierres extracellulaires neutrophiles ont également été détectées dans les neutrophiles sanguins pendant septicémie. Le résumé. Les leucocytes pouvaient éliminer les microbes et les cellules mortes par phagocytose, suivie de leur destruction dans les phagolysosomes. La destruction est causée par les radicaux libres générés dans les leucocytes activés et les enzymes lysosomales. Des enzymes et des ROC pouvaient être libérés dans l'environnement extracellulaire. Les mécanismes qui fonctionnaient pour éliminer des microbes et des cellules mortes, le rôle physiologique de l'inflammation, sont également capables d'endommager les tissus normaux, les conséquences pathologiques de l'inflammation. Il est maintenant temps de parler des médiateurs chimiques et régulateurs de l'inflammation. Les médiateurs chimiques sont responsables des événements vasculaires et cellulaires. Connaissance de ces médiateurs base des médicaments anti-inflammatoires. Il peut être de type C, dérivés des cellules, produits localement par les cellules sur le site de l'inflammation, plasma dérivé principalement du foie. Certains médiateurs sont dérivés des cellules nécrotiques. Les médiateurs peuvent être produits localement par des cellules sur le site de l'inflammation. On peut être dérivé de la circulation inactive précurseur, généralement synthétisés par les foies, qui sont activés au site de l'inflammation. La plupart des médiateurs agissent en se liant des récepteurs spécifiques sur différentes cellules cibles. Les actions de la plupart des médiateurs sont strictement réglementées et de courte durée. Ainsi, nous connaissons de nombreux groupes de médiateurs inflammatoires. C'est le histamine, système kinine,
cyclooxygénase, produit à base d'acide arachidonique, et les cytokines, interleukine 1, tumor necrosis factor et interleukine 8. Et le rôle de médiateur dans différentes réactions d'inflammation, c'est la vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire, chemotaxie, recrutement et activation de leucocytes, fièvre, douleur, dommages tissulaires. Il y a un quatre effets d'une inflammation aiguë. C'est résolution complète avec régénération, résolution complète avec cicatrisée, fibrosis, formation de abscesses et transition vers une inflammation chronique. Les morphologies de l'inflammation aiguë. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les classifications de l'inflammation aiguë. Il y a 4 types. Pour type d'exudate, l'ulcéré, cellulite et infection bactérienne du sang. Dans les types d'exudate, il y a quelques types de l'inflammation. C'est l'inflammation sérose, fibrinose, pseudomembraneuse, inflammation suppurée, purulente et formation d'abscesses, inflammation hémorragique et inflammation catarrhale. Inflammation sérose, marquée par une effusion d'un liquide aqueux relativement pauvre en protéines, dérive de plasme et de sécrétion de cellules mésothéliales tapissant les cavités péritonéales, pleurales et péricardiques. Le liquide dans une cavité séreuse est appelé un épanchement. Cloque cutanée, c'est brûlure ou infection virale et accumulation d'un épanchement séreux sous l'épiderme de la peau. Nous voyons ici un exemple standard d'inflammation séreuse que tout le monde a rencontré. On observe une inflammation limitée caractérisée par l'accumulation de liquide sous l'épiderme. Et à faible puissance d'une coupe transversale d'une cloque cutanée montrant l'épiderme séparé du derme par une collection focale d'épanchements séreux. Et nous voyons les inflammations aiguës. Inflammation fibrinose. Une plus grande perméabilité vasculaire qui permet à de grandes molécules comme le fibrinogène de passer la bactérie endothéliale. Une exudate fibrinose est caractéristique de l'inflammation de la muqueuse des cavités corporelles telles que les méninges, le péricarde et la pleure. Exudate fibrinose peut être éliminé par fibrinolyse et élimination des autres débris par les macrophages. Si la fibrine n'est pas éliminée, peut stimuler la croissance des fibroblastes et des vasos sanguins, conduit à des cicatrices, conversion de l'exudate fibrineux en tissu cicatriciel, organisation.
L'organisation d'une exudate péricardite fibreux forme un tissu cicatriel fibreux dense qui comble ou oblitère l'espace péricardique et limite les fonctions myocardiques. Sur cette photo est une péricardite fibreuse est présentée. Vous pouvez voir ici les films et filaments de fibrine qui relient les couches viscérales et pariétales du péricarde. Dans cette micro-préparation de la péricarde fibreuse est présentée. Dans la couche viscérale du péricarde, on observe une stratification des masses homogènes de couleur rose sous forme de filaments de fibrine produits d'exudate. C'est le vaisseau et myocardium. L'inflammation pseudomembraneuse. C'est une réponse inflammatoire de la surface muqueuse, orale, respiratoire, intestinale à des puissantes toxines causant de la diphtérie ou des gaz irritants, caractérisés par la formation sur une surface muqueuse d'une fausseau membrane composée de fibrines précipitées d'épithèlium nécrotique et de leucocytes inflammatoires. Ceci est une macro-préparation de l'intestin. La surface de la membrane muqueuse avait une multiple foyers d'inflammation. Il est gris de forme irrégulière. Microscopiquement caractérisé par la formation d'une calotte fibrineuse sur la membrane muqueuse. Voici un exemple de pharyngite pseudomembraneuse. Sur les arcades palatines et le palais mou, des couches grisées sont déterminés. Inflammation suppurative. Collecte de grandes quantités d'exudate purulente peut composer de neutrophiles, des cellules nécrotiques, de liquides ou d'hématomes. Certains organismes, par exemple les staphylocoques, sont plus susceptibles d'induire une telle suppuration localisée et sont par conséquent appelés pyogènes, formant du pus. Par exemple, c'est appendicite aigu. La taille de l'appendicite est formée à augmenter son diamètre plus à 1 cm. La membrane séreuse est hyperémique, interne recouverte d'une prolifération fibreuse purulente verdâtre. Toute la couche de la paroi de l'appendice sont infiltrées de manière diffuse par les leucocytes polymorphonucléaires. La membrane muqueuse n'est conservée que par endroits. Elle est dans une large mesure nécrotique avec des défauts ulcéreux. Une infiltration de leucocytes polymorphonucléaires est également notée dans le mésentère adjacent au processus. Les vaisseaux dans les parois de l'appendicite sont dilatés et assez pleins. L'épiderme est épaissie et saturée de manière diffuse de pus jaune verdâtre.
inflammation purulente phlegmonose. Leurs vasos sont assez pleins. Inflammation, hyperémie inflammatoire, excusez-moi, des hémorragies à petits points sont trouvées. Au démarqué du cerveau, les circonvolutions des hémisphères cérébraux sont aplaties. Les rainures sont lisées. Les manières diffuses, les meninges sont nettement dilatés par un infiltrate cellulaire dense. L'infiltrate méningé est composé de nombreux macrophages et neutrophiles avec moins de lymphocytes et de plasmocytes. L'infiltrate inflammatoire s'éteint parfois dans le cortex cérébral superficiel et le remplace. Sur cette diapositive, vous pouvez également observer une infiltration neutrophile prononcée de la pied-mère et de la pléthore vasculaire. Cette photo montrait une inflammation purulente dans la cavité péricardiaque. On voit l'accumulation d'un fluide visqueux, trouble, jaune-vert dans la cavité péricardiaque. C'est peu. À la surface de l'épicarde, de multiples hémorragies pétechiales sont déterminées. MPM pleural. Ici, nous voyons l'accumulation d'une grande quantité de pus entre la pleure viscérale et pariétale. C'est la pneumonie lobaire. Inflammation suppurative dans les espaces alvéolaires. Le lobe du poumon est affecté. Dont la taille est augmentée, le tissu dense est sans air. Graines fondent sur la coupe. Les bouchons de fibrine sont visibles et rient. C'est la micropréparation pour l'inflammation suppurative dans les espaces alvéolaires. L'inflammation suppurative dans les lumières des alvéoles. Les lumières des alvéoles dilatées sont remplies d'exudates constitués de filaments de fibrine, de leucocytes neutrophiles et de macrophages alvéolaires individuels. Les capillaires de septum intra-alvéolaires sont effondrés. Les alvéoles sont affectés et sans exudates sont absents de la préparation. Les absences sont des collections focales de pus qui peuvent être causées par l'ensemencement d'organismes pyogènes dans un tissu ou par des infections secondaires de foyers nécrotiques. Abcès composé de nombreux neutrophiles morts ou vivants, de quelques globules rouges, de fragments de débris tissulaires et de fibrine. Dans le vieux pus, les macrophages et les cristaux de cholestérol. Sur le site du foyer d'inflammation purulente, les sites de la fusion du tissu nécrotique, une cavité de forme irrégulière s'est formée. Sur cette photo,
et elle n'était pas remplie d'exudats purulents. La paroi de l'abscesse est épaissée, se composait de membranes pyogènes internes et externes fibrineuses. C'est la macro-préparation du poumon avec de nombreux abcès. On peut voir également plusieurs foyers irréguliers de couleur gris-jaune, c'est-à-dire des abscesses indiqués par des flèches. Les abscesses ont généralement une région centrale largement nécrotique, bordée d'une couche de neutrophils préservés, avec une zone environnante de vaisseaux dilatés et une prolifération de fibroblastes indiquant une tentative de réparation. Au fil du temps, l'abscesse pouvait devenir complètement cloisonné et éventuellement remplacé par du tissu conjonctif, membrane pyogène. C'est la micro-préparation de abscesses du poumon, abscesses bactériennes multipliées dans les poumons en cas de bronchopneumonie. L'abscesse contient des neutrophiles et des débris cellulaires et entouré de vaisseaux sanguins encombrés. De puissance plus élevée de la dernière microphotographie, inflammation aiguë marquée dans la cavité de l'abscesse. Et il y a une forme spéciale d'inflammation suppurative, c'est le furoncule qui est une inflammation aiguë via les follicules pileux dans les tissus dermiques. Et carboncule est une râpe de furoncule traînant le plus sur la peau. Cette micro-préparation présentait une coupe cutanée. Directement dans le derme, on observe un foyer de destruction de tissus mous avec une infiltration inflammatoire prononcée. Ulcéré. C'est de fois le cas, une extraction de la surface d'un organe ou d'un tissu. Produit par le mur, excrétion du tissu nécrotique inflammé. Le plus fréquemment rencontré, muqueuse de la bouche, de l'estomac, des intestins ou des voies génito-urinaires. Peu et tissus sous-cutanés de membres inférieurs, personnes âgées qui ont des troubles circulatoires. Ulcéré de l'estomac. Macroscopiquement, la sortes de plis de l'estomac avec un défaut de membrane muqueuse musculaire est déterminé. Le bas de l'ulcéré est large, gris, représenté par des masses purulentes nécrotiques. Un défaut dans la paroi de l'estomac captera la couche muqueuse et musculaire est déterminée. Au fond du défaut, 4 couches sont déterminées. Le premier est externe, exudate fibrinose purulente. Le second est la nécrose fibrinoïde. Le troisième est le tissu de granulation. Et le 14, c'est le tissu cicatriel.
C'est un fragment du larynx avec une trachée. La paroi a été ouverte sur la membrane muqueuse. Les défauts tissulaires sont déterminés gris blanc de forme irrégulière. Éventuellement, après une intubation prolongée et le non-respect des règles de prévention des escarres. Et c'est l'ulcération cutanée. Certains autres types d'inflammation exudative sont également distingués. C'est l'inflammation catarrhale, une inflammation de surface associée à une sécrétion formant accrue de muqueuses claires. Inflammation hémorragique, lorsque le dommage est grave, il se produit une rupture réelle de tout les vaisseaux sanguins. L'hémorragie étant la caractéristique la plus frappante. Pneumonie hémorragique aiguë survenant parfois dans les cas mortels de grippe, de peste et d'anthrax. Cellulite, c'est une inflammation diffuse des tissus mous résultant de la propagation des effets de substances comme la hyaluronidase libérée par certaines bactéries. L'infection bactérienne du sang comprend bactériémie, septicémie et épidémie. Nous allons maintenant examiner l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, il s'agit d'une inflammation de durée prolongée, des semaines à des années, dans laquelle une inflammation continue, une lésion tissulaire est une guérison sauvée par fibrose se produisait simultanément. Une inflammation chronique peut survenir dans les cas suivants. Paramètres. Infection persistante des microbes difficiles à éradiquer. Une inflammation chronique peut survenir dans les cas suivants. Paramètres. Ceci inclut Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, maladie inflammatoire à médiation immunitaire, hypersensibilité maladie, exposition prolongée à des agents potentiellement toxiques, matières exogènes telles que inhalés, celui-ci particulière qui peut indiquer une inflammation chronique, réponse dans les poumons, silicose, et agents endogènes tels que les cristaux de cholestérol qui peuvent contribuer à l'athérosclérose si incluant Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum. Une maladie inflammatoire à médiation immunitaire. Bien que la présence des neutrophiles soit la caractéristique de l'inflammation aiguë, de nombreuses formes d'infiltration chronique peuvent continuer à présenter des infiltrants neutrophiles étendus, résultant soit de microbes persistants ou de cellules érotiques sont des médiateurs élaborés par des macrophages. Ces lésions inflammatoires sont parfois appelées aiguës et chroniques. Les effets systémiques de l'inflammation chronique, c'est la fièvre, anémie, leucocytose, la vitesse de sédimentation des érythrocytes est élevée et amylose.
il y a deux types d'inflammation chronique, c'est l'inflammation chronique non spécifique et inflammation granulomatose. Inflammation chronique du poumon. Montrant les trois caractéristiques histologiques, c'est la collection de cellules inflammatoires chroniques, les destructions de parenchyme, les alvéolaires normales sont remplacées par des espaces bordés d'épithélium cuboïdal, pointe et des flèches. Et trois, c'est un remplacement par des tissus conjonctifs, c'est fibrose, fléchée. En revanche, dans l'inflammation aiguë du poumon, bronchopneumonie aiguë, les neutrophiles remplissent des espaces alvéolaires et les vaisseaux sanguins sont congestionnés. Un autre type d'inflammation chronique est l'inflammation granulomatose chronique. Il s'agit d'une forme spécialisée d'inflammation chronique caractérisée par des petits agrégats de macrophages modifiés, cellules épithéliaux et cellules géantes multinucléaires, généralement peuplées de lymphocytes CD4 et Th1. Les granulomes peuvent se former sous quatre réglages avec des réponses persistantes de lymphocytes T à certains microbes tels que Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum ou des champignons. Dans certaines maladies inflammatoires à médiation immunitaire, notamment la maladie de Crohn, ils sont également observés dans une maladie d'étiologie inconnue appelée sarcoïdose. En réponse des corps étrangers relativement inertes, par exemple suture ou échartres, formant ce que l'on appelait des granulomes à corps étrangers. La composition d'un granulome est la suivante. Les cellules épithéliaux situées au centre se forment lorsque transforment les cellules macrophagistes épithéliaux. Ce sont des cellules hypertrophiées avec un cytoplasme rose abondant. Les cellules géantes multinucléaires situées au centre sont formées par la fusion de cellules épithéliaux. Les types incluaient la cellule géante, le type Langerhans, disposition périphérique du myome, et les cellules géantes de type corps étranger, disposition aléatoire du myome. Des lymphocytes et des plasmocytes sont présents à la périphérie. Une nécrose centrale survient dans les granulomes en raison d'une dégradation enzymatique excessive et est fréquemment observée dans les infections à Mycobacterium tuberculosis, ainsi que dans les infections fongiques et quelques infections bactériennes. En raison du risque de tuberculose pour la santé publique, les granulomes nécrosants devront être considérés comme tuberculose jusqu'à preuve du contraire.
Dans ce diagramme, ce tableau, vous pouvez voir les options pour les cellules multinucléaires en fonction de l'emplacement des noyaux. Si ces noyaux sont disposés à la périphérie, comme le fer et cheval, ce sont les cellules jaunes de Langhans. S'il est présenté au centre des cellules jaunes du corps étranger. Ce tableau présente les diagnostics différentiels de divers types d'inflammation chronique de la granulose, tels que tuberculose, lèpre, syphilis, maladie de Rift, du chat, sarcoïdose et maladie du Crohn. Tuberculose. La cause de tuberculose, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Réaction tissulaire caractérisée par la présence d'une nécrose gazeuse centrale entourée de cellules épithélioïdes, de lymphocytes, de plasmocytes et de cellules jaunes de Langhans. En revanche, la nécrose gazeuse est rare dans d'autres maladies granulomateuses. Ces photographies grossières de granulomes à l'examen macroscopique, cela a un aspect granuleux et fromage est donc appelé nécrose gazeuse. De nombreux granulomes sont visibles dans les poumons. Au centre de granulomes se trouvaient de petites zones de nécrose gazeuse entourées d'une bouffe de cellules épithélioïdes, des lymphocytes et des cellules multinucléaires jaunes de Pyrrhov-Langhans. Syphilis. Cause Treponema pallidum, réaction tissulaire, Gumma. Lésion microscopique très visible, entourant la paroi de histiocytes, infiltrats de plasmocytes, les cellules centrales sont nécrotisantes, nécrotiques sans perte du contrôle cellulaire. Pastule palmaire comme manifestation du syphilis secondaire chez une femme de 30 ans. Résultat brut. La syphilis secondaire est généralement observée 6 à 8 semaines après la lésion syphilitique primaire dans les organes génitaux. La granulome syphilitique génitive est représentée par un foyer étendu de nécrose entouré d'un infiltrat cellulaire de lymphocytes, de plasmocytes et des cellules épithélioïdes. Les cellules jaunes de Langhans sont rares. Pour la gencive, la formation rapide autour du foyer de nécrose du tissu conjonctif avec de nombreux vaisseaux avec d'endothélium proliférant endovasculite est très caractérisée. La formation d'un granulome épithélioïde avec des cellules jaunes de type Langhans est évidente histologiquement. Dans ce cas, le diagnostic de lymphadénite granulomateuse n'est pas satisfaisant. La recherche étiologique est importante, en particulier lorsque la possibilité du syphilis n'est pas cliniquement suspectée. Lèpre. Cause Mycobacterium leprae, réaction tissulaire. L'épiderme contient des granulomes conflués composés de macrophages, de plasmocytes et de cellules lépreuses de Virchow. Les cellules lépreuses de Virchow ou cellules de la lèpre désignées de gros macrophages mousseux dans des vacuoles graisseuses contenant des microbactéries lépreuses. Dans des nodules indolents,
Légers élevés sont visibles sur le visage et les extrémités. Résultat brut. Les petits lèpres sont considérés comme des globes de cigarettes dans un paquet à l'intérieur des macrophages et mousse coloration vite Farrakhan. Les bacilles sont décimés regroupés dans les vacuoles cytoplasmatiques des histiocytes mousseux. Cette structure unique appelée globule est mise en évidence par la méthode FIT du colorant Zell-Nielsen. La biopsie cutanée montre la formation intradermique des granulomes épithéliaux sans nécrose caseaux. Le derme papillaire est impliqué. La coloration acido-résistance est négative. Les indices diagnostiques comprennent des informations cliniques sur l'engourdissement et l'identification histologique de l'étienne nerveuse par les lésions granulomateuses. Rhinosclérome est une maladie granulomateuse chronique des voies respiratoires supérieures causée par une gram négative organisme, Klebsiella rhinoscleromas. Il est rare aux États-Unis, mais endémique dans certaines parties du centre et du sud-Amérique, Égypte, Afrique et Europe de l'Est. L'écoulement mucopurulent caractérisait le stade rhinitique, suivi par épaississement de la mucose au stade fleuride. La maladie se résout avec une fibrose marquée. Réaction tissulaire, c'est le granulome-sclérome comprend les plasmocytes, les cellules épithéliales, les lymphocytes et les sphères hyalines. Des grands macrophages avec un cytoplasme léger contenant Klebsiella rhinoscleromas, cellules de Mikulicz. Une sclérose est une hyalinose en lieu. Il s'agit d'une rhinosclérome naso-sinusienne au stade fleuride avec des infiltrates cellulaires. Marqué constitué de lymphocytes et de plasmocytes. Il existe de nombreux macrophages avec un cytoplasme clair amorceau, cellules Mikulicz, qui abritait Klebsiella rhinoscleromatis. Sarcoïdose. Cause, étiologie inconnue, réaction tissulaire, granulome non masqué avec de nombreux macrophages activés. Dans la sarcoïdose, des formations rose-rouge déformées et irrégulières sur la peau s'élèveront au-dessous sur la surface. Au microscope, des granulomes cellulaires épithéliaux avec des bords clairs pour une conne typique de la sarcoïdose sont révélés. Les granulomes sarcoïdoïdes contiennent des cellules multinucléées géantes uniques de Pirorov-Langhans et ne subissaient jamais de nécrose caseuse. Au cours du développement de la maladie, une transformation fibrose des granulomes et la formation parallèle de nouveaux granulomes sarcoïdoïdes se produisaient. Granulomes de corps étrangers incités par des corps étrangers relativement inertés. Forme de matériaux, talc, but de droju 4 suturé,
Un corps étranger peut être identifié au centre du granulome. Et c'est une cellule multinucléaire géante avec des noyaux situés au centre. Et ces micro-préparations qui présentaient la réaction cellule géante de corps étranger à la matière végétale aspirée. Et ceci est une très c'est le seul les cellules multinucléaires à côté. Effet systémique de l'inflammation. Aussi connu sous le nom de réaction en phase aiguë, c'est fièvre, niveau plasmatique élevé des protéines en phase aiguë, protéines C réactives, fibrinogènes, protéines amyloïdes A, sérique, leucocytose, lymphangite et lymphodénite et choc septique. Et résumons cette conférence. L'inflammation aiguë est une réponse immédiate à une blessure ou une infection qui peut provoquer de rougeur, de la chaleur, un gonflement de douleur et une perte de fonction. Les changements hémodynamiques de l'inflammation aiguë sont médiés par des produits chimiques vasoactifs et après une vasoconstriction initiale transitoire produisait une dilatation massive avec une perméabilité vasculaire accrue. Les neutrophiles sont des globules blancs importants dans l'inflammation aiguë. Ils contiennent des granules avec de nombreux enzymes de dégradation. Les neutrophiles quittent la circulation sanguine dans un processus hautement régulé impliquant la margination, la digestion et l'émigration. Les défauts d'adhérence pouvaient contribuer à l'immunosuppression observée dans le diabète sucré et l'utilisation des corticostéroïdes. La chimiotaxie est l'attraction des cellules vers un médiateur chimique qui est libéré dans les zones de l'inflammation. La phagocytose des bactéries par les neutrophiles est améliorée si des opsonines telles que la partie Fc des isotopes d'immunoglobulines G ou les produits complémentaires C3b sont liés à la surface du microbe. Le syndrome de Chidiac-Higashi est un exemple de maladie génétique avec dégranulation des neutrophiles défectueuses. Une fois qu'une bactérie a été phagocytée, les enzymes à la fois exigènes et indépendantes de l'oxygène peuvent contribuer à la destruction de la bactérie. La maladie granulomatose chronique de l'enfance et le déficit en myeloperoxydase sont des immunodéficits génétiques liés à des anomalies de la destruction dépendante de l'oxygène. Les médiateurs chimiques de l'inflammation comprenaient les amines vasoactives, le système kinine, les produits à base d'acide arachidonique, la cascade du complément et cytokines. Une inflammation aiguë peut entraîner une régénération tissulaire des cicatrices, la formation d'abscesses ou une inflammation chronique. Les cellules importantes dans l'inflammation chronique comprennent les macrophages, les lymphocytes, les eosinophiles et les basophiles. L'inflammation granulomatose chronique est une forme spécialisée d'inflammation chronique avec des macrophages modifiés, cellules épithéliaux et cellules géantes multinucléaires, généralement entourées d'une boucle de lymphocytes.
une grande variété de maladies peut provoquer une inflammation granulomatose chronique, notamment la tuberculose, la syphilis, la lèpre et l'infection fongique. Merci pour votre attention. Bonne journée et bonne chance. Au revoir.